tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Mesdames et messieurs, avec notre invité, vous le voyez à l'écran à l'instant, la fourniture d'électricité a connu de meilleurs jours en Guinée. En effet, vous le savez, depuis 3 mois maintenant, la desserte aux ménages, donc et aux services, connaît des coupures intensives. Yo-yo qui, au passage, entraîne une vague de court-circuit et d'incendies ravageurs. Or, le secteur de l'énergie fait l'objet depuis plus d'une décennie maintenant d'investissements et de réformes majeures. Hélas, en dépit de ces efforts, Conakry, la capitale guinéenne, reste la bête noire des directeurs successifs de la compagnie d'électricité de Guinée. Qui sont les acteurs de l'énergie en Guinée? Pourquoi la fourniture connaît-elle autant de difficultés? Moussa Koulibaly, vous le voyez à l'écran, il est consultant ingénieur électrique. Avec lui, nous allons débattre évidemment une manière de trouver solution pour Kapa, solution à nos interrogations. C'est bien cela, mon cher Tamba. Moussa Koulibaly, il est avec nous ce matin. Mon cher Koulibaly, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Guirassi. Bienvenue. Alors, vous allez prendre ce micro-là. Le micro vous appartient. Vous voyez, voilà, vous faites comme ça. C'est votre bébé. Voilà. Merci. Vous pouvez tourner comme ça, voilà. C'est plus simple. Voilà. Micro. Voilà. D'accord. Allez-y. Alors, je voulais, pour ceux qui vont le découvrir pour la première fois, c'est mon camarade de classe de l'école primaire. D'accord. 6e année. Merci Tamba. Voilà. Tu peux nous épargner de ça. Il sort de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Moussa Koulibaly a donc un diplôme d'ingénieur électricien. Il a donc fait option électro-énergétique. Il a occupé des postes de responsable, notamment en maintenance. Il a travaillé à Ingelec, il a travaillé avec Caterpillar. Donc, finalement, aussi beaucoup de stages de perfectionnement à Abidjan, à Bamako, à Sangaredi. Puis il est titulaire d'une bourse qui le mène en Chine, où il étudiera à l'université de Hohei. Il parle donc chinois, et dont il est titulaire justement. Il va travailler sur le projet de Caleta, puis sur la centrale de la tannerie. Aujourd'hui, il est ingénieur et électricien, aussi consultant dans le même domaine, tout en donnant des cours à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, sans parler justement de ce passage à Guinea Alumina Corporation, GAC, où il a travaillé. GAC, Moussa Koulibaly, qui est aussi auteur d'un ouvrage au cœur de la bataille énergétique de la République de Guinée, État des lieux et perspectives d'avenir. C'est donc un essai paru il y a quelques années. Je pense qu'on s'en s'est fait l'écho il y a quelques jours, un ouvrage paru à l'Harmattan, en 2022. Bien. Moussa Koulibaly. Ça fait beaucoup tout ça, Moussa Koulibaly. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Encore merci de votre invitation. Voilà. Bienvenue, on le sait, à l'entame, je le disais, cela fait 3 mois maintenant qu'on connaît de Yo en ce qui concerne l'électricité en Guinée. Peut-on dire que c'était prévisible? Vous qui êtes expert à la matière. Les Grandes Gueules. Effectivement, je pense que c'était prévisible. Ouais. Dans la mesure où les acteurs aujourd'hui qui s'occupent du secteur de l'électricité, disons, emploient des moyens qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Ok. Et par conséquent, si on n'arrive pas à mettre en place un plan directeur de développement énergétique, ensuite un plan national d'approvisionnement en électricité, on va toujours connaître ce qu'on appelle des délestages et des coupures d'électricité. Ok. Alors, moi je commencerai par la question toute bête. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le courant, c'est aussi l'eau. L'exemple, c'est avec Caleta, Swapiti, entre autres. Qu'est-ce qui, à votre avis, empêcherait aujourd'hui à la Guinée d'être aussi ce maillon électrique, malgré les potentialités? J'avoue qu'en tant que spécialiste du secteur de l'électricité, j'ai du mal à comprendre. Pour information, la Guinée est classée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Pas seulement ce potentiel, il y a aussi, disons, une puissance énergétique. À partir des cours d'eau qui traversent la Guinée, nous pouvons produire environ 6000 MW. Malheureusement, ce taux n'atteint pas aujourd'hui 20% de mise en service. Donc c'est un paradoxe. Pour preuve, j'étais au Forum des énergies renouvelables de la CEDEAO à Praia il y a quelques semaines. J'ai discuté avec tous les opérateurs de la sous-région et effectivement les investisseurs et également des organismes en charge de l'électricité. Ils n'arrivaient pas à comprendre la Guinée. J'ai dit c'est vrai, je viens de la Guinée. Eux-mêmes, en me voyant, ils disaient que
si on avait ce pays, j'étais avec des Burkinabés, des Maliens, des Togolais, des Sénégalais. Je dis, avec ce pays, je n'exporterais pas mon minerai. Je mettrais en valeur ce potentiel hydroélectrique et je serais aujourd'hui exportateur d'électricité. Par conséquent, je générerais assez d'énergie. Mais ça aussi, il faut en le millions savoir. de dollars. Ça aussi, il faut le savoir. On est d'accord. Malheureusement, on ne le sait pas. Ouais. Moi j'aimerais sur le bout de cette question, parce que moi, ça me pose tout d'abord un problème structurel, pardon. La question des acteurs, la question des acteurs... Des grandes gueules. La question de la gestion de l'énergie en Guinée. C'est quoi la situation aujourd'hui au niveau des acteurs et des enjeux qui s'en dégagent, des forces d'opposition qui s'en dégagent, justement en parlant de ces acteurs-là? Ok, les acteurs aujourd'hui, principalement, nous avons le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, qui a changé assez de fois de dénomination. D'accord. À l'avènement du CNRD, on a fait un ministère, historiquement il était énergie hydraulique. Ouais. On a rajouté les hydrocarbures. Ouais. Donc il est aujourd'hui, disons, l'organe chargé d'appliquer la politique du gouvernement en matière d'électricité, le ministère de l'énergie. Oui. En son sein, nous avons quelques organismes, à savoir le BSD, le Bureau de stratégie de développement. Nous avons une direction nationale de l'énergie. Nous avons même ce qu'on appelle un haut commissaire de l'énergie électrique. Et plusieurs organismes qui se chargent de conseiller le ministre, etc., et de mettre en place des mécanismes efficaces. À part le ministère, nous avons également un organisme qui s'appelle l'AGER. C'est l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Il est en charge aujourd'hui ce qu'on appelle la production, le transport et la distribution de l'électricité dans les zones rurales et périurbaines. C'est-à-dire, si tu veux faire une centrale électrique en Ongoa, dans Gekedou ou bien dans Touba, dans une zone rurale, tu dois avoir forcément l'habilitation de l'AGER. D'accord. Ensuite, nous avons un troisième organe qui s'appelle aujourd'hui l'ARE, qui est l'autorité de régulation de l'eau et de l'électricité. Ouais. Mais aujourd'hui, il est en charge de réguler le secteur de l'électricité et de l'eau. Mais je vais vous dire que cet instrument aujourd'hui est presque... L'ARE, moi, c'est la première fois ou la deuxième fois que j'entends ça. Concrètement, ça sert à quoi ? Cette régulation s'opère comment? Cette régulation s'opère comment? Nous avons aujourd'hui certains opérateurs qui interviennent dans notre système électrique. Par exemple, la centrale La Tannerie, qui n'est pas loin d'ici, c'est un producteur privé. Donc, nous avons un ancien Agreco. Ancien Agreco. Voilà, Agreco, c'était une location qui est partie après. Un investisseur est arrivé, a fait un investissement. On a eu aussi K-Énergie, entre autres. Oui, K-Énergie. Oui, ce sont des privés, ça. Oui, il existe, mais il est déclassé aujourd'hui. C'était du côté de Kaloum. Donc, on ne l'utilise plus. Il est presque... il n'est pas utilisé dans le système. D'accord, il est à la fourrière. Il est à la fourrière, c'est ça, c'est le mot. L'arrêt aujourd'hui, c'est comme l'ARPT en télécom. D'accord. Okay? Il doit réguler, c'est-à-dire les intervenants, les sources de production, qu'à l'État soit petit, et également les postes de distribution, également les acteurs qui interviennent dans la commercialisation et la distribution de l'électricité. Mais il est aujourd'hui aux abonnés absents. Okay? Il travaille sur un mécanisme, disons, un modèle financier de facturation récemment. J'avais été associé à ce projet, mais malheureusement, il n'a pas porté fruit. Ça, c'est cet organisme. Ensuite, on a un organe aujourd'hui qui s'appelle EDG, Électricité de Guinée, qui est aujourd'hui en charge de la planification, de la construction, de la production et la production des infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité. Ça ne fait pas beaucoup tout ça? Oui, aujourd'hui, à l'état actuel de sa gestion, je pense qu'il est quelque part grippé. Grippé, justement. Il est grippé, il n'arrive pas à fonctionner à son plein potentiel, malgré les attentes qu'on fait de cette entreprise. Justement. Ensuite, on a des conseillers. Par exemple, Elhaj Sanfina, qui était l'ancien secrétaire général du ministère, est conseiller aujourd'hui de monsieur le président en matière d'énergie, après avoir franchi tous les échelons. Donc, c'est entre autres tous les acteurs intervenants dans ce secteur aujourd'hui. Mais malheureusement, nous faisons face à un dilemme, à un chevauchement de projets, à un manque de cohésion d'activité, et qui conduit aujourd'hui à ce qu'on appelle un dysfonctionnement total de nos secteurs d'électricité. Les apports de solutions peut-être, attendez, pardon, parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Quand il parle d'EDG, distribution, production, ça fait beaucoup. Commercialisation, ça fait beaucoup pour une agence comme EDG, en tout cas, si je peux me référer dans ce sens-là. Si vous avez, peut-être donné un rôle à
EDG. Que ferez-vous, monsieur Koulibaly? Pardon, s'il te plaît. Oui, je voudrais qu'on vienne aux solutions, mais oui. qu'ils nous disent déjà c'est quoi le problème. Oui. Qu'ils nous disent déjà c'est quoi le problème. L'électricité, hier, avant-hier, c'était la même chose. J'en riais sur ma page parce que je vois un câble. Lui, le câble chez nous, là-bas, tous les soirs, il fume. Donc, il te fait de la fumée vraiment comme un fumeur. Enfin, on est sur la même longueur d'onde. Oui, Lamine. Tu vois de quoi je parle? On est sur la même longueur d'onde. Je suis d'accord. Je voudrais quand même qu'il nous dise c'est quoi le problème aujourd'hui. Lui qui est technicien, qui a participé il à a diagnostiqué, justement, mon cher ami. S'il dit que EDG je trouve le diagnostic, ne peut pas... ok, partiel, c'est même un début de diagnostic. C'est quoi le problème aujourd'hui? Déjà sur le thermique, on en est encore là. Sur l'hydraulique, problème. C'est quoi aujourd'hui les principaux problèmes au niveau de la fourniture de l'électricité? En termes de production, de transport, tout le reste. EDG est aujourd'hui le maillon central de notre système de production, de transformation, de transport, de distribution et de commercialisation du courant électrique à la République de Guinée. Cela est son rôle quand on l'a créé en 2001. On l'a créé en 2001, il est venu à la place de... Historiquement, rapidement, en 94, on est venu avec la Sogel. La Sogel était l'opérateur et il y avait Enelgi. Enelgi s'occupait du patrimoine. Justement. En 99, 2001, on a dit non, c'est pas efficace. Donc on a dissous ces deux entités. On a créé EDG. On dit EDG, maintenant tu t'occupes de toutes ces planifications. À l'état actuel des choses, avec la gestion que nous avons aujourd'hui, nous avons des tares, notamment techniques, ok? Nous avons des tares en ressources humaines, les personnes censées exploiter ces ouvrages. Et nous avons des tares, notamment commerciales, qui font que EDG aujourd'hui se trouve endetté. Et c'est une société qui a un capital 100% État guinéen. Exact. Mais malheureusement, elle n'arrive pas à s'en sortir avec cette gestion actuelle que depuis longtemps, je me suis mis à parler. Et notamment, ce matin encore, on va continuer à le faire. On suppose que on ne va pas continuer à faire ces répétitions. Mais justement, qu'une fois maintenant, des acteurs et des personnes concernées censées prendre des décisions puissent maintenant... On est sur la même longueur d'onde. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, les approches de solutions. Les tares techniques. Les tares techniques. Aujourd'hui... Les grandes gueules. Non, il faut que... Mais Tamba quand même, non, quoi. Mais c'est pas... nous pose le vrai problème, le vrai diagnostic. Il vient de le dire. Mais Lamine, il a dit tard technique, mais à quoi Les dans grandes technique? gueules. Bien, allez-y, monsieur Il y Koulibaly. a tard au niveau des compétences. Tamba. Il y a quoi dedans? Bien. Il y a tard commercial. Il y a quoi de taré dedans? On sait ce qu'on veut savoir. C'est bien normal, c'est Voilà. bien normal. Je suis là ce matin pour, disons, faire comprendre en français facile, pas qu'à vous, à nos millions d'auditeurs. Et je peux vous aider pour le français facile parce que quand on parle pédagogie, quand vous prenez par exemple les télévisions, normalement les télévisions sont des diffuseurs. On ne produit pas. Ailleurs, ça se passe comme ça, c'est-à-dire il y a des maisons de production qui produisent des émissions, nous on vient, on diffuse. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ce que je vais expliquer à Tamba parce que il a du mal à me cerner ce matin. Allez-y, allez-y monsieur Koulibaly. Ok, Ouais. techniquement, Les grandes gueules. nous avons la vétusté de ces deux maillons essentiels dans le système de distribution électrique qui s'appelle le réseau de distribution. Moi, j'ai axé mon inquiétude sur la qualité aujourd'hui de notre ouvrage de distribution. C'est-à-dire, quand l'électricité provient des centrales de production, c'est-à-dire qu'à l'état à une centaine de kilomètres soit petit, elle est transportée notamment pour être acheminée à Conakry. Quand elle arrive à Conakry, on passe par le poste de transformation pour abaisser les tensions. On passe des tensions de transport. Dans notre pays, c'est 225 kV pour se retrouver à des tensions de distribution qui sont dans la zone de Conakry essentiellement en 20 kV. Donc ce réseau de 20 kV qui part des différents postes de transformation est aujourd'hui à un état de vétusté avancé par endroits. Certes, nous sommes en train de construire d'autres infrastructures, mais aujourd'hui, la majeure partie se retrouve, disons, hors d'état de fonctionner proprement. Parce qu'aujourd'hui, la demande est croissante, la sollicitation est importante. Donc, l'ouvrage qui doit contribuer à acheminer cette énergie dans nos résidences, dans nos studios également ici, dans les centres commerciaux également, etc., est vétuste et n'arrive pas à acheminer cette énergie électrique. Les grandes gueules. C'est moi, mon problème, il se trouve exactement à ce niveau. On s'est engagé avec les barrages Kaleta, Swapiti, Amaria en cours, sachant bien que nous avons une infrastructure vétuste. On s'est engagé et on a dit que c'est cette infrastructure qui va se charger du transport de cette électricité. Est-ce que ça n'a pas été sciemment fait
pour se faire plein les poches, parce que quand les infrastructures sont vétustes, il va toujours nécessiter des dépenses, et ces dépenses reviendront encore. Alors, mon axe d'intervention, tout à l'heure, ça va se recouper. Je parle tout à l'heure des infrastructures, notamment du distribution. Vous allez voir que, par endroit, je vais introduire le second segment de mon intervention, c'est-à-dire les ressources humaines. Il y a quelques mois, on a fait des réceptions provisoires de nouvelles infrastructures de distribution dans la zone de Sanoya, Kagbele, etc. et dans la zone de la commune de Matoto et Ratoma. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir ces infrastructures, par défaut ou par manque de compétences des agents qui interviennent, ce réseau qui vient d'être mis en service il y a quelques mois aujourd'hui est en train d'être dégradé. Et il a l'air d'un réseau qui est installé il y a des dizaines d'années. Donc le second maillon qui est la formation, les ressources humaines qui interviennent, parce que d'après les statistiques que nous avons, en 2020, EDG déclarait environ 1500-1600 employés. Donc tenez-vous bien, il a été évoqué que 50% de ce personnel a plus de 50 ans. Et de plus, environ une centaine de cadres techniques chevronnés d'EDG seront mis à la retraite d'environ 3 ans. Et sans mesure de succession. Alors, dans le même quota d'intervention, ils déclarent qu'ils ont environ 300 personnes qui n'ont aucune qualification. Mais ils sont embauchés par l'entreprise. On ne peut pas les utiliser autrement. Donc, autrement, un plan d'action. Un plan d'action. Aujourd'hui, quand vous prenez les différentes agences techniques qui interviennent sur le réseau, ou bien quand vous voyez un pick-up DDG avec 4, 5, 6, 7 personnes à l'intérieur, vous verrez que 2, 3 qui sont embauchés par l'entreprise et vous avez 7, tout le reste, c'est des bénévoles. Et mieux, j'ai croisé un stagiaire qui a fait 10 années, toujours dans l'entreprise. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne vas pas ailleurs? Des bénévoles ou des intermittents? Des bénévoles. Des bénévoles. Okay. Des bénévoles, sont... et surtout, souvent d'ailleurs, qui n'ont aucune base dans le domaine électrique. C'est-à-dire, ils ont appris, c'est leur grand qui est électricien, qui est dans le quartier, ils s'accrochent à lui et ils deviennent électriciens du coup. Allez-y, voilà. Monsieur Koulibaly. Voilà, ça engendre des conséquences. En fait, c'est eux qui cicatrisent les fils dans les quartiers là. C'est eux qui font ce travail parce que le personnel qui doit le faire aujourd'hui à EDG comme titulaire n'a plus la compétence ou bien il est... Parce que pour monter sur un poteau, je vous dis, il faut avoir une agilité physique pour se tenir debout pendant 2 à 3 heures pour une intervention. Mais le personnel titulaire n'est pas capable de faire ces tâches. Alors EDG aujourd'hui, avec le développement du réseau qui s'étend maintenant jusqu'à l'Abbé Mali, qui va jusqu'à Boké, Kamsar, etc., ce personnel actuel, avec ce plan de succession, ce personnel actuel ne sera pas en mesure de répondre aux attentes de cette entreprise. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous intervenons à un système interconnecté international. Il y a quelques années, on était tout seul. Oui. On pouvait couper, alimenter comme on veut. Mais maintenant, nous adhérons à un système qui s'appelle le WAP, le West African Power Pool, qui a son siège à Cotonou, qui milite à unifier les réseaux des 15 pays de la CEDEAO, les pays continentaux et le Cap-Vert qui est une île. Donc aujourd'hui, on peut pas opérer, on ne peut pas faire des manœuvres sur le réseau sans se soucier des répercussions. On peut faire un déclenchement d'une ligne ici qui peut avoir des répercussions au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin. Donc c'est cette règle, cette règle aujourd'hui qui est aujourd'hui l'enjeu. L'enjeu à venir dans les prochaines années. Donc cette entreprise doit être en mesure de répondre aujourd'hui disons, au challenge qui arrive, dont on n'est pas seul. Maintenant, on est contraint par un organisme maintenant qui nous surveille, qui veille à ce qu'on ne dégrade pas nos paramètres électriques. Je vois. Et voilà, une régulation, quelque part, comme l'a répété avec les médias. Voilà, maintenant, on a un siège, on a un élément qui est siégé à Cotonou, qui fait la RPT internationale, de la CEDEAO. Voilà, de la CEDEAO. Alors, comment comprendre? Parce que quand on prend aujourd'hui Boké, par exemple, chez nous, on a l'électricité 24 heures sur 24. On part à Zérekoré, on a l'électricité 24 heures sur 24. Ça, c'est l'interconnexion. Vous l'avez expliqué il y a un instant. On part à Guékédou ce matin, on en parlait. Je savais. Évidemment, je savais. Mais c'est aussi chez lui. Hein. Non, mais c'est ce que je veux dire.
Là-bas, on pleure, justement, du côté de Guékédou. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour y trouver des solutions, évidemment. Les grandes gueules. Même si tu me regardes comme ça, je vais le dire. Il est né à Guékédou. Ben, et alors? Mais c'est un Guinéen. Allez-y. C'est vrai. La question est assez pertinente et essentielle. La zone bauxitique n'a pas d'électricité. Ah si. Allez-y, monsieur Koulibaly. Oui, des projets d'interconnexion. Aujourd'hui, grâce à, disons, si on comptait sur l'État guinéen, je pense que ces zones n'auraient pas l'électricité encore. Mais grâce à ces régions, à ces projets d'interconnexion, disons, des projets d'interconnexion de la sous-région, Boké est alimenté par ce qu'on appelle le réseau de l'OMVG. Ok. OMVG, 4 États, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau. On décide de partager l'électricité. Mais je vais vous dire, ces pays comptent énormément sur la Guinée. Dans la mesure où on arrive à produire environ 800 MW à partir de l'hydroélectricité. J'étais en contact avec des amis en Guinée-Bissau qui disent qu'ils ont des délestages. Également, il y a la semaine passée, le ministre gambien de l'énergie est arrivé en Guinée pour signer un contrat d'achat de 30 MW environ de notre production du couple Swapiti Kaleta. Vous comprenez? C'est essentiel. Les autres pays nous voient comme pourvoyeurs d'énergie électrique, à part pourvoyeurs de bauxite, pourvoyeurs de minerais de fer, pourvoyeurs de café, cacao. On est pourvoyeurs également d'électricité. Ça, c'est... Aujourd'hui, il y a une discordance. La discordance, c'est quoi? Une partie de la Guinée est privilégiée par rapport à une autre. Le réseau électrique s'étend en basse Guinée Sud, Boké qui vient, et le Fouta. Exact. La moyenne Guinée jusqu'à Mali, aujourd'hui, ont l'électricité. Mais la Haute Guinée et la forêt ont l'électricité, mais sous une autre forme. C'est-à-dire 5 à 6 heures. Oui, 5 à 6, merci pour le rappel. Zéro qui est alimenté par le réseau CLG. À part 5 à 6 heures d'alimentation électrique comme à Guékédou, à Kissidou, à Yomou, à Beila. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai toujours dénoncé parce que, tenez-vous bien, environ 320 millions de dollars est alloué comme subvention au secteur de l'électricité pour cette année 2023. 320 millions de dollars. 320 millions de dollars comme subvention. Aujourd'hui, que l'État va allouer au secteur de l'électricité. Plus de 3 000 milliards. Oui, pour aider à payer ses factures, pour aider à l'État guinéen. L'État guinéen va allouer au secteur de l'électricité. Imaginez avec cet argent ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu réaliser une centrale hydroélectrique de 150 MW ailleurs. Alors cet argent ne profite qu'à une partie de la Guinée. Donc notamment, je viens de citer le Fouta, la Basse-Côte, et les autres parties de la Guinée sont laissées pour compte. Donc ils sont alimentés par des systèmes qu'on appelle isolés, notamment des groupes électrogènes. Nous avons des groupes électrogènes à Guékédou, qu'on démarre souvent à 18h ou 19h. C'est ça. Et à 1h ou 0h, aussi, on arrête. Kanka également fait partie de ce même système d'alimentation. Et aujourd'hui, c'est pas périn. C'est pas périn parce que on utilise notamment du gasoil. Du gasoil qui est le combustible léger pour faire tourner ces groupes électrogènes. Et pour preuve, pour une ville comme Kérouané, on alloue environ mensuellement 35 000 litres de gasoil pour faire tourner la centrale qui fait environ 800 kW pour alimenter la ville. Pour quelle facture payée d'ailleurs? La facture payée, on se retrouve entre 30 à 40 millions de recouvrement. Donc on a plus de 300-400 millions pour les frais d'exploitation en carburant. On va revenir avec vous, mon cher ami Moussa Koulibaly, évidemment avec nous ce matin, il faut le rappeler, consultant ingénieur électrique. Il est avec nous ce matin, on essaie de comprendre en tout cas le mécanisme et comment ça fonctionne, parce que c'est ça aussi la pédagogie. On revient à 11h. On parlera musique, mesdames et messieurs, dans un instant, évidemment. Le monde de la culture en fête, on le disait tantôt, le pied magique Abraham Santi, donc à 20 ans de carrière de chanteur professionnel, et il le célèbre en plusieurs phases. La première consacrée donc au chef-lieu des régions guinéennes s'ouvre donc ce 18 novembre 2023 au Centre culturel franco-guinéen. Retour donc sur un parcours riche et exclusif avec l'artiste lui-même dans un instant sur Radio Espace et sur Espace TV. Évidemment, lui c'est le volcan, on va s'intéresser un peu plus tard. On continue le débat avec notre premier invité, mon cher Tabac, qui n'est autre que monsieur Koulibaly. Et on fait pédagogie ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Très très bien. Alors, Moussa Koulibaly, on était sur deux premiers segments. C'était un segment technique, un segment humain, et puis il y avait le segment commercial qui n'avait pas été abordé. Deux questions donc. Pour terminer sur le segment technique, avant la fin, on avait abordé la question des groupes électrogènes. J'en ai parlé il y a quelque temps ici.
qu'est-ce que vous en savez sur le coût de l'utilisation du thermique tel qu'on le fait aujourd'hui auprès d'EDG? À quel coût, quel carburant, quelles incidences finalement sur le service rendu? Et puis on ira au segment commercial. On en parle, les fameuses factures, plus de sous investis dans la production, dans l'acheminement de l'électricité, mais beaucoup moins de recueillis après, l'État obligé de subventionner. Merci pour la question. Le volet, si vous voulez, location, pèse énormément dans, disons, les finances de EDG. Et cela est paradoxal. Si je prends, par exemple, une ville comme Lola, une ville comme Beila, une ville comme Kissidougou, Kirouané, etc., les systèmes isolés, EDG doit être en mesure d'installer et exploiter ces groupes électrogènes. Ses propres groupes. Et se passer de la location. J'ai travaillé longtemps dans la maintenance, notamment des centrales électriques de grande capacité ici, notamment le port, l'ambassade, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai géré une équipe de maintenance avec moins de 10 personnes. On arrivait à couvrir une centaine de groupes électrogènes pour la maintenance. Et je suis étonné que EDG, avec son expérience, son ancienneté, n'arrive pas à faire de même. Alors, elle se contente de ce système de location. Ceci en dit la corruption qui gangrène le secteur. Parce que j'attribue ce contrat de location à M. X. Lorsque M. X perçoit son argent dans les paiements, moi, j'ai ma rétro-commission, j'ai mon pourcentage. Donc, j'entretiens ce système. Et ce système va au sommet de l'État. Pour vous informer, au sommet de l'État, à la présidence, ce système est entretenu et toujours, disons... voilà, on fait en sorte que ça perdure, ça continue. Comme on a vu avec la location de bâtiments ici pour le département ministériel. Voilà. Mais c'est quoi les coûts de location? Bon, moi je m'en suis fait l'écho, mais vous êtes un technicien. On a posé la question au ministre, il n'a pas souhaité y répondre. C'est quoi les coûts et pourquoi aller vers des groupes propres à EDG? Non, je vous rectifie, s'il vous plaît. Ce n'est pas le groupe propre à EDG. Non, je veux dire, c'est quoi les coûts aujourd'hui? Et sur la base de ces coûts, est-ce que ces coûts justifient que l'on aille vers des groupes propres pour EDG? Vous avez compris la question? Non, j'ai bien compris. Très bien. Ces coûts aujourd'hui, d'après mes analyses sur une zone de Cancan, j'ai eu écho d'un montant environ de 5 000 $ par jour de location de groupes électrogènes pour électrifier notamment la périphérie de Cancan, parce qu'on a déconnecté la sortie sur la route de Conakry vers la partie Missira. On l'a posé des groupes électrogènes, et vers la route de Karfamouria, en allant vers Sigiri, on a déconnecté ces systèmes de la centrale de Cancan pour alimenter avec des groupes électrogènes. Donc on avoisine les montants journaliers équivalents à 5 000 $ journaliers par groupe. Bien. Donc ceci en dit le gouffre financier dans lequel l'entreprise continue à entretenir ce système mafieux qui fait que le secteur de l'électricité est devenu une vache laitière où chacun continue à sucer, chacun continue à s'en mettre plein la poche en profitant des subventions de l'État. Et mieux, je vais vous dire que l'électricité qui est distribuée sur le réseau, il y a des personnes qui en font leur propriété privée. Je connais plusieurs personnes aujourd'hui, M. Girassi, qui prennent l'électricité de EDG de manière frauduleuse, ensuite qui la revend à des partenaires privés, notamment des boutiques dans des marchés. J'ai fait beaucoup d'investigations sur ce système qui perdure et je prends l'électricité d'EDG. D'abord, je ne paie pas à EDG parce que je l'obtiens de manière frauduleuse. Ensuite, je la revends à des personnes qui sont dans des marchés, notamment le marché Madina. C'est un grand réseau qui existe, et notamment d'autres marchés. Ça, c'est bien avant qu'on ait l'électricité 24 h sur 24, mais là, c'était le groupe électrogène qui était là. Vous le savez très bien, ça c'est avant EDG. Maintenant, dire aujourd'hui qu'ils exploitent EDG pour revendre, ça c'est une révélation. Oui, je vous fais cas. Je m'intéresse à ce secteur depuis des dizaines d'années, depuis quand j'étais étudiant. Donc je fouille partout, j'ai des informations. Je vais même sur le terrain, je regarde. Est-ce que EDG est au courant de cela? Ils veulent pas être au courant. Ils ne veulent pas être au courant. Ils veulent pas être au courun. Au fait, je fais la sourde oreille, je ferme les yeux et je laisse passer. Pour information, EDG déclare aujourd'hui qu'elle a environ 700 000 abonnés. Mais c'est dérisoire avec ce taux de couverture.
Alors, ce taux malgré ce taux de couverture, d'après mes analyses avec des amis, parce que je suis membre d'un réseau des observatoires de systèmes électriques de la sous-région, dont on échange avec mes amis de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. On échange des informations sur les systèmes électriques de chaque pays. La Guinée devait s'avoisiner aujourd'hui entre 1,2 million et 1,3 million d'abonnés aujourd'hui. Donc si on a 600 000 abonnés, cela veut dire que plus d'1,2 million personnes perçoivent l'électricité. Donc, mais c'est 600 000 personnes qui sont reconnues dans le fichier. Que la moitié. Voilà. Donc, le reste continue à percevoir, mais il ne paye rien. J'ai discuté récemment avec un ami qui me dit que ça fait 10 ans qu'il n'a pas de facture. C'est-à-dire, il a l'électricité, mais il ne peut pas avoir de facture parce qu'il n'est pas dans le fichier commercial de EDG. C'est aussi simple que ça. Alors, et il ne peut pas aller s'auto-déclarer. Comment on règle la question commerciale finalement? Parce qu'il y a des gaps. On a parlé de Cancan, la mine. Vous vous souvenez? La facture de production et de distribution de l'énergie, ça fait quoi? 3, 4, 5 fois ce qui est perçu derrière. C'est quoi le souci avec ce réseau commercial et comment on peut améliorer ce service à EDG? Il est très facile. EDG, vous pouvez prendre des notes. Allez-y. Il est très facile à résoudre. Moi, je dis aujourd'hui, je recrute minimum 2000 personnes. Tout de suite, même si en tant que dirigeant du secteur, même si j'octroie un prêt. Ces 2000 personnes, sur du moyen et du long terme, vont permettre de quintupler mes recettes. J'explique. Ils sont en sous-effectif. Sous-effectif, c'est-à-dire, même quand tu appelles le numéro d'urgence, quand tu as un souci, à peine quelqu'un vient. Donc aujourd'hui, tu te fais dépanner en fonction de tes relations dans le secteur. Donc, je recrute minimum 2000 personnes, dont je responsabilise les agents, transformateurs par transformateur. Ensuite, les agents de zone qui sont rattachés à chaque transformateur me décèlent aujourd'hui, font ce qu'on appelle une opération, peut-être on va donner un nom, une opération titanesque, pour recenser. Parce qu'aujourd'hui, la simplicité de ce travail réside... Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. La complexité et la simplicité de ce travail réside dans le sens où on a un réseau de distribution aérien. C'est-à-dire qu'il est visible. Vous et moi, on voit les poteaux partout, on voit les câbles. Donc, on peut recenser tout de suite toutes les personnes qui sont raccordées à ce réseau. Donc, on fait ce travail pointu, on recense toutes ces personnes. Je vous dis, de 700 000, on va se retrouver à 1,2 million, 1,3 million. Bien. Vous comprenez? Ensuite, ça va être un moyen de renflouer les caisses de l'État. Parce que c'est 600 000 qui perçoivent l'électricité sans, disons, payer. Parce qu'ils ne sont pas dans le fichier, ils ne sont pas reconnus. Et cela est entretenu par les agents qui viennent les voir. Mensuellement, ils donnent l'argent à M. X, M. Y. Donc cela est entretenu. Dans la mesure où cet agent que vous avez mis comme agent de zone, il n'est pas salarié. Donc il se nourrit sur ce réseau sur lequel vous l'attribuez les tâches à réaliser. Donc c'est ce mal aujourd'hui qui gangrène ce secteur et qui fait qu'aujourd'hui, si vous envoyez un analyse financier qui vient voir EDG, la balance commerciale, vous êtes chef d'entreprise, vous voyez que vous dépensez plus que ce que vous recouvrez, mais il va dire tout de suite, cette entreprise est non rentable. Elle n'est pas rentable. À fermer. Mais on ne peut pas le faire. Ça y va de la crédibilité sociale, ça y va de la stabilité. Et d'ailleurs, il se sert de cet argument pour toujours effrayer le président au palais. Dès qu'on veut faire des actions d'assainissement ou bien même réviser le prix du kilowattheure aujourd'hui, on dit, monsieur le président, c'est la quiétude sociale que vous payez. Donc continuez à payer cette quiétude sociale en millions de dollars. Donc on regarde, on laisse faire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On est pris par le temps malheureusement. Allez, une dernière question. Moi, je pense d'ailleurs sur cette question, si on rationalise un peu les exploitants, moins on paiera de factures. Parce qu'aujourd'hui, si on paye plus de factures pour ceux qui payent, c'est parce qu'on donne plus qu'on en perçoive. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On donne l'électricité, mais pratiquement on ne gagne rien en retour. Parce que l'entreprise n'est pas économiquement rentable, ni viable. Donc on continue à prendre des coups de millions dans les caisses de l'État pour injecter dans le secteur. Et après, des personnes mal intentionnées profitent de cette subvention pour gauche à droite percevoir de l'argent des entreprises qui payent ou bien qui doivent payer moins. Par exemple, je viens te voir, tu as en principe, si tu as un compteur, voilà, rapidement, sur environ les 700 000 clients d'EDG, il n'y a que environ 20% qui ont des compteurs d'énergie. Sur les 20%, il n'y a que 5 qui ont des compteurs prépayés. Bien. Et le reste est facturé au forfait.
au forfait. Regardez. Bien, bien. Moussa, oui, Koulibaly, il est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. On va vous donner la parole dans un instant, évidemment, parce qu'on a une rubrique qu'on appelle depuis 2 semaines maintenant sur Espace, la Guinée d'après. Et vous allez vous adresser évidemment au président de la République dans un instant. Se trouvant donc au cœur de la bataille énergétique de la République de Guinée. C'est signé Moussa Koulibaly. Il était notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Dans un instant, évidemment, nous allons partir avec la Guinée d'après. À Dafo Média, les grandes gueules réfléchissent à la Guinée d'après. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les GG présentent leurs solutions pour aider la Guinée à se relancer. Ils sont médecins, enseignants, agriculteurs, commerçants, étudiants, avocats. Jusqu'au 15 décembre, 3 grandes gueules se réunissent chaque semaine pour présenter des propositions concrètes liées à leur corps de métier et en débattent avec la team des GG. Sur Radio Espace et Espace TV, les auditeurs et téléspectateurs sont invités quotidiennement à voter sur nos différentes plateformes et les réseaux sociaux de Adafo Média pour élire les propositions qu'ils jugent les plus pertinentes à appliquer. Le jeudi 21 décembre, l'ensemble des GG adresseront directement ces doléances au président de la transition, Mamadi Doumbouya, avec les 5 solutions les plus plébiscitées par les Guinéens. Voilà, allez, sur Espace avec notre invité donc Moussa Koulibaly. Vous avez donc la possibilité évidemment de vous adresser au président de la République. Cette caméra vous appartient. Et on s'est dit, consultation nationale à notre manière. Allez-y, c'est pas votre parcours, contrairement à ce qu'on voit à la télévision. Allez-y. Depuis votre palais, Mohamed V, je m'adresse à vous en ces termes. Je voulais juste vous rappeler et attirer votre attention sur le secteur, disons, dorsal et épineux de l'électricité en Guinée. Certes, nous sommes en transition, cependant, ça doit être une occasion pour fonder et mettre en place des bases viables et efficaces pour ce secteur de l'électricité. Je voudrais vous dire que, à coup de subventions, nous ne pourrons pas continuer à faire évoluer ce secteur. Il est plus que urgent et important que nous revoyions le mécanisme de sa planification, de sa gestion actuelle. Cela passe essentiellement par faire des réformes profondes, pointues et efficaces dans le secteur de l'électricité. Toutefois, on vous a souvent dit que vous payez la quiétude sociale à coup de subventions. Mais je m'en veux vous dire que la Guinée n'est pas qu'un scandale minier, ni un scandale géologique. Je m'en veux vous dire que la Guinée est un scandale énergétique. Par conséquent, on peut tirer énormément profit du potentiel hydroélectrique de la Guinée pour faire des rentrées d'argent plus que l'exploitation de la bauxite actuelle. Cela passe nécessairement, Monsieur le Président, par faire des réformes courageuses, pointues, efficaces. C'est du social, je suis d'accord. Même en France, l'électricité est subventionnée. Mais il est plus qu'urgent de réduire ces subventions en adoptant des mesures aujourd'hui, disons, palliables et qui permettent aujourd'hui de rendre le secteur de l'électricité aussi efficace que possible. Bien. Moussa Koulibaly était avec nous ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Dans un instant, 20 ans de scandale musical.